AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel Réus. Bonjour Jean-Marie. Comment s'engager tous les jours au travail? Ça, c'est une question que nous allons aborder dans quelques instants sur Sud Radio avec votre invité, Lionel Garot, qui est maître de conférences et membre du laboratoire de recherche en management à l'université Paris-Dauphine, PLS. On va en parler avec lui. Bonjour à vous. Mais auparavant, c'est une cause qui est très importante, y compris pour vous, Muriel Réus. Oui, comment s'engager tous les jours au travail? Alors, la crise Covid a-t-elle généré de nouveaux comportements et changé notre rapport au travail? Le sentiment d'individualisme a-t-il pris le pas sur le collectif? Sommes-nous plus ou moins engagés qu'auparavant? Comment les entreprises se réorganisent-elles face à des signaux faibles qui pourraient devenir des tendances de fond? C'est ce que la toute dernière étude d'OpinionWay, réalisée pour l'Observatoire de l'engagement, a observé au travers de cette question. Peut-on encore agir en collectif à l'ère de l'individu roi? Il y a de bonnes nouvelles dans cette étude. 70% des actifs interrogés considèrent que le projet de leur entreprise fait sens pour eux. 6 actifs sur 10 se disent très engagés dans leur travail vis-à-vis de leur équipe, de leurs clients, et ce taux d'engagement est encore plus fort pour les seniors et celui des petites et moyennes entreprises. Pourtant, seulement 40% des actifs pensent que l'entreprise facilite la création d'un collectif et 80% des personnes interrogées trouvent les salariés plus individualistes qu'auparavant et avouent eux-mêmes avoir adopté ce comportement individualiste. C'est évident, la crise sanitaire a eu des impacts dans notre rapport au monde du travail. Elle a profondément modifié les relations à distance et celles du collectif. En partageant avec notre équipe chez nous, derrière nos ordinateurs, elle a renforcé le sentiment d'appartenance à un collectif restreint. Ce sont dorénavant les relations avec son N+1 et ses collègues, et non plus avec la totalité de l'entreprise, qui sont aujourd'hui le garant du collectif. Elle a aussi créé une plus grande liberté dans la verbalisation de nos attentes auprès des employeurs, notamment sur les congés, les horaires, les jours de travail, et aussi sur une demande d'accompagnement de l'entreprise à la réalisation d'un projet personnel. L'affirmation de soi, de nos besoins, de nos envies, de nos attentes, de notre identité est devenue la norme sociale, et cette norme oblige les employeurs et les managers à les prendre en compte. Le rapport de force sur le marché du travail s'est donc inversé. Ce sont les actifs qui sont devenus des consommateurs de l'entreprise. 6 personnes sur 10 envisagent de changer de métier ou de job si une opportunité plus conforme à leurs attentes se présente. Enfin, l'engagement s'est recentré. Il est devenu conditionnel au sens du travail exercé quotidiennement. Ce n'est plus le projet porté collectivement par l'entreprise qui compte, mais mon projet, celui que je gère, sur lequel je m'implique. C'est le contenu de mon travail qui conditionne mon engagement. Alors tous ces enjeux obligent les entreprises à revoir leur modèle. C'est de tout cela et bien encore dont nous allons parler avec notre invité ce matin. Et c'est pourquoi, Muriel, on accueille Lionel Garot, maître de conférences, membre du laboratoire de recherche en management à l'université Paris-Dauphine, Paris Sciences et Lettres, PSL. Bonjour et bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour Lionel. Alors un titre rallongeant. Alors en plus vous êtes docteur en sciences de gestion. Alors expliquez-nous ce que ça veut dire d'être docteur en sciences de gestion. Alors, docteur, c'est tout simplement une personne qui a un doctorat. Et les sciences de gestion, pour prendre des mots qu'utilisent nos amis québécois, c'est l'administration des entreprises. Et donc, c'est effectivement tout ce qui touche à la stratégie des entreprises, aux ressources humaines, à la finance, à la comptabilité, contrôle de gestion, management des systèmes d'information ou encore marketing. Alors, mon rôle, c'est de développer des connaissances scientifiques dans certains de ces domaines et d'enseigner et de former des jeunes et des moins jeunes à partir de mes travaux de recherche. Alors, vous êtes invité dans de nombreuses universités étrangères, vous avez publié évidemment dans des revues, des associations académiques, et vous avez beaucoup travaillé sur le sens et stratégie en entreprise. Pourquoi c'est important de lier le sens et la stratégie d'entreprise ? Alors, c'est important pour plusieurs raisons. Déjà, c'est important pour parler du sens en entreprise. C'est une question qui a été assez longuement mise de côté. Et sur ce point, effectivement, je trouve que c'est important de revenir sur qu'est-ce qui fait sens pour les gens en entreprise quand ils travaillent. Et donc, effectivement, il y a des tendances sociales qui vont faire en sorte que le sens que les gens donnent à leur travail va se modifier. Après, ce qui est important aussi, c'est de se dire que ça va se traduire dans les produits et les services que les entreprises vont mettre à disposition sur un marché et dans la manière dont les entreprises vont fonctionner. Comment est née chez vous cette vocation sur le sens ? Alors,
cette vocation, elle revient à la période où j'étais étudiant. J'ai fait une école de commerce à l'époque, et je suis issu d'une famille plutôt de gauche, cégétiste, communiste, assez militante. Et en fait, je me sentais un petit peu en décalage en fait entre ce que je vivais dans mon école de commerce et dans les stages, et puis ces valeurs, on va dire, qui m'ont été inculquées. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je me suis senti un petit peu en décalage, et puis petit à petit j'ai trouvé ma voie, en particulier en réalisant un mémoire de recherche sur la production de connaissances, et puis ensuite en faisant une thèse. Et c'est vrai que je me suis retrouvé finalement assez intéressé par la question de la rigueur scientifique, et j'ai fait donc une thèse sur le sens que les gens donnent à un projet auquel ils participent. Et donc effectivement, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler il y a une quinzaine d'années sur la question du sens. Alors il y a une injonction qu'on entend beaucoup et qu'on nous a beaucoup vendue, c'est le bonheur au travail. Est-ce que on doit vraiment être heureux au travail, et est-ce qu'on vend toujours ça aux étudiants dans les universités, en particulier à Dauphine? Oui, alors tout à fait. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Est-ce qu'on doit être heureux au travail? Il faut se dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie concurrence en fait entre les écoles de commerce, les universités, les écoles d'ingénieurs. En fait, on vend, entre guillemets, on propose aux étudiants des formations en leur faisant une sorte de promesse: venez chez nous et vous aurez une meilleure carrière, vous serez plus heureux au travail. Et en fait, ce qui peut être un argument marketing un petit peu, les jeunes l'entendent comme une vraie promesse. Et donc c'est potentiellement un risque, parce que l'entrée dans le monde du travail peut être un petit peu abrupte pour ces jeunes qui ont parfois cru à la lettre, la promesse: venez chez nous, vous serez heureux et vous aurez une belle carrière. Alors, dans les années 30 aux États-Unis, on a réalisé une expérience sur la productivité des personnes dans une usine d'assemblage d'ampoules. Et on a constaté que quand on augmentait la lumière dans l'usine au-dessus des chaînes, la productivité augmentait. Et quand on baissait la lumière, la productivité ne bougeait pas, elle augmentait aussi. En fait, la conclusion de cette étude, c'est que c'est pas la variabilité, l'intensité de la lumière qui était importante, mais l'attention qu'on porte aux gens au travail. Alors, quelle est pour vous la nature de l'attention que les managers doivent porter aujourd'hui pour garder des talents, recruter, mobiliser et fédérer des équipes? Oui, alors c'est vrai que c'est une expérience très connue qu'on reprend dans nos cours, et je pense que c'est important de sensibiliser les étudiants sur cette question de la reconnaissance. Et en fait, je pense que pour répondre à votre question, pour moi, le mot-clé, c'est la reconnaissance. Reconnaître l'autre, faire attention à lui ou à elle, et c'est vraiment un des premiers vecteurs de la mobilisation au sein d'une équipe. Et puis, alors, dans l'étude à laquelle vous avez collaboré, on constate que la question du sens dans le projet individuel est très importante, et non plus celle qu'on nous a vendue aussi longtemps, l'amélioration de la création de valeur d'une entreprise. Comment aujourd'hui vous qualifieriez le sens, la notion pas le sens, mais la notion d'engagement en entreprise? Qu'est-ce que ce terme recouvre pour vous? Alors la notion d'engagement, il faut voir qu'il y a trois, ce qu'on appelle des moteurs de l'engagement. L'engagement qu'on appelle normatif: je m'engage parce que j'ai un devoir moral de m'engager. L'engagement affectif, qui est je m'engage parce que j'ai un affect particulier. Et puis l'engagement qu'on va appeler l'engagement plutôt calculé ou rationnel: je m'engage parce que j'ai un intérêt, je vais y gagner. Et à côté de ces moteurs, il y a ce qu'on appelle des objets de l'engagement. Les objets de l'engagement, ça peut être l'entreprise, ça peut être le manager, ça peut être son collectif de travail, ça peut être les tâches en elles-mêmes. Et donc effectivement, pour chacun de ces objets, on peut être engagé d'un point de vue affectif, normatif ou calculé. Et donc nous avons développé un outil qui s'appelle la cartographie de l'engagement, où en fait on va croiser les moteurs et les objets de l'engagement pour voir un petit peu finalement quels sont les vecteurs d'engagement ou de désengagement des salariés au travail. Ça marche bien ? Ça marche très bien. Ça permet de comprendre des choses dont on n'a pas conscience on prend en général. Okay. Tout à fait. Alors, on va parler un peu de la nouvelle génération. Cette nouvelle génération qui impacte fortement les modèles des entreprises. C'est une génération qui a des exigences différentes, qui est très mobile. Est-ce que vous pensez que, par exemple, elle a intégré de façon consciente ou inconsciente une demande de reconnaissance différente, d'attention personnelle plus que matérielle, d'une vie prioritaire de famille, par exemple? Alors, à la fois oui, à la fois non. Il faut faire attention parce que on va dire qu'à toute époque, les jeunes ont été plus dans l'idée, dans le projet à défendre, dans l'idéal. Et finalement, en vieillissant, les aspects matériels vont prendre plus d'importance. Mais c'est vrai que on peut voir un petit peu quelque chose une tendance de fond qui arrive aujourd'hui. Parce que finalement,
la séparation entre la vie personnelle et la vie au travail est en train de s'estomper. Aujourd'hui, au travail, on regarde ses comptes personnels sur les réseaux sociaux et en même temps, on travaille à la maison, en télétravail, en visioconférence, etc. Et donc, effectivement, il y a un estompement de la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle, en particulier chez les jeunes. Et en fait, ça, c'est très intéressant parce que finalement, on se rend compte que les attentes des jeunes qu'on pouvait avoir avant dissociées de la vie professionnelle, eh bien, elles se retrouvent dans la vie professionnelle. Donc, en quelque sorte, ils sont moins schizophrènes que leurs aînés, puisqu'ils dissocient moins la manière de se réaliser en dehors du lieu de travail et sur le lieu de travail. Tout ça fait un tout. Et donc, aujourd'hui, effectivement, leurs attentes personnelles, de vie, de reconnaissance de leur vie familiale, de leurs envies d'être utiles à la société, on les retrouve non seulement, comme c'était le cas précédemment, en dehors de leur vie professionnelle. Il y avait plus d'engagement associatif et des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est des choses que les jeunes veulent voir dans leur entreprise. Et le collectif dans tout ça, comment le collectif bouge dans ce cas ? Alors, le collectif, il bouge parce qu'aujourd'hui, finalement, la notion de collectif, elle est plus importante à un niveau, on va dire, restreint. C'est-à-dire que les gens pensent collectif principalement au regard du groupe auquel ils appartiennent et qui est un groupe avec les collègues avec lesquels on travaille au quotidien. C'est plus l'entreprise qui compte, c'est plus la marque de l'entreprise, c'est beaucoup moins qu'auparavant. Et la marque de l'entreprise, elle peut compter quand celle-ci, elle porte une mission, elle porte un travail ou une activité qui a un sens au regard de la société. Sinon, c'est plus le projet qu'on me donne, à quoi je sers au quotidien, quelle est la mission que je fais, qui va être vraiment importante. Est-ce que ça, c'est vrai même quand une entreprise porte une mission, c'est-à-dire une entreprise qui peut avoir décidé d'un projet collectif, mais finalement, moi, en tant que collaborateur, ce projet collectif, ok, il est là, il existe, mais ce qui m'intéresse, c'est mon quotidien, mon équipe, mon sens dans mon projet. Est-ce que c'est vraiment ça aujourd'hui qui compte ? Alors oui, c'est ça qui compte. Alors on a quelques exemples d'entreprises qui vont vraiment aller chercher cet impact sociétal positif, et les gens viennent dans cette entreprise pour justement aller dans le sens de ce qui est proposé par la mission de l'entreprise. Mais si dans leur quotidien, par exemple, ils ressentent que ça ne va pas assez vite pour telle ou telle raison, ou qu'ils trouvent des freins, par exemple parce que les processus sont trop lourds, ou etc., eh bien en fait, ils vont un petit peu se désengager, même si la mission proposée par l'entreprise, eh bien ils y adhèrent. Ok, bien écoutez, merci beaucoup Lionel. On se rend compte que les entreprises qui façonnent nos modes de vie et qui produisent les objets que nous consommons, les lieux dans lesquels nous vivons et les infrastructures que nous utilisons ont quand même de grandes questions à se poser et sûrement à revoir leur modèle. Tout à fait. Et merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en management, notamment à l'Université Paris-Dauphine, membre de ce nouveau conglomérat d'Université Paris Sciences et Lettres. PSL, pas d'engagement sans culture, Muriel Réus. Alors oui, vous savez, jusqu'à présent, les murs avaient des oreilles. Aujourd'hui, ils ont la parole, une parole populaire. La parole est au mur. C'est le titre d'un ouvrage publié aux éditions du Puy Fleury qui nous raconte au travers des graffitis ce que les murs disent de notre société. Pendant 5 ans, le photographe Claude Abron a saisi l'instant et a inscrit sur sa pellicule ces messages éphémères. Yves Hureau, quand elle lui a rédigé les textes, il nous aide à décrypter ce mode d'expression libre, spontané, interdit. Il replace ces mots dans le contexte social, politique ou littéraire auquel ils appartiennent. Ces messages sont parfois drôles, souvent amers, angoissés aussi, la palette est infinie. Autant de témoignages de toutes les humeurs sociales, les colères, les espoirs, les besoins de s'exprimer sur des thématiques multiples, l'amour, le pouvoir, le travail, la liberté, l'environnement, la précarité, l'éducation, les violences, la police, les politiques. Ce beau livre de 650 photos nous invite à voyager à Paris, en banlieue, en province et dans de grandes métropoles françaises. Il nous invite aussi à réfléchir à ce qui a marqué les générations et il nous rappelle que le graffiti est une forme d'art qui a toujours existé, même sous l'Empire romain et dans les ruines même de Pompéi. Pas tout à fait une nouvelle façon de s'exprimer, mais à coup sûr un engagement et un nouveau média. Merci Muriel Réus. Merci encore Lionel Garot d'être intervenu sur Sud Radio. On vous dit à dimanche prochain Muriel Réus pour un nouveau numéro de la Force de l'engagement à 8h13. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.